Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Êtes-vous pour ou contre un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes? C'est la question légèrement orientée qu'a posée Anne Hidalgo le week-end dernier aux Parisiens, et uniquement aux Parisiens. Ces derniers pouvaient participer à cette votation organisée par la ville de Paris. Ils ont répondu oui, les Parisiens, à 55%, pour un taux de participation faible, 5% des votants, mais un coût exorbitant, 400 000 €. Alors cette nouvelle votation triplera l'heure du stationnement à 18 € de l'heure pour les voitures de 1,6 tonnes, soit 6 heures de stationnement vous coûtera la modique somme de 225 €. Pourquoi les Parisiens ne veulent-ils pas de SUV ? Cette votation est-elle légitime? La mobilité est-elle un pilier de notre démocratie? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Maître Jean-Baptiste Yoska. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocat de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors quel est le but de votre association d'abord, 40 millions d'automobilistes? Défendre tout simplement les automobilistes, faire en sorte justement que les automobilistes aient une vraie défense aussi bien juridique que sur la scène médiatique, de telle façon qu'on puisse défendre leurs droits et mettre en avant éventuellement leurs droits, leur capacité à continuer à vivre, à se déplacer, la liberté de circulation, tout ce qui fait que par la force des choses, le véhicule est absolument nécessaire dans nos vies de tous les jours, et la chasse au véhicule devient tonitruante et devient insupportable. Oui, et idéologique aussi, on va revenir évidemment sur ce point. Alors il y a des vices juridiques dans cette votation organisée par la ville de Paris pour lutter contre les SUV. Pour vous, cette consultation, elle n'est pas légitime. Pour certains, elle est même illégale. Si vous voulez, déjà sur le fond et la forme, on nous a fait passer cette votation comme un plébiscite. C'est-à-dire que la mairie de Paris nous dit, écoutez, c'est merveilleux, on a une majorité écrasante, on a gagné, les Français d'une façon générale, les Parisiens nous ont écoutés et sont derrière nous. Je crois qu'il faut arrêter de se moquer du monde. Quand on a un taux de participation aussi faible et quand on a un écart entre le pour et le contre aussi faible aussi, ça représente strictement rien. Et puis il y a une grande différence aussi, mais on l'a vu aussi dans les expérimentations, il y a une grande différence entre les votes de l'Ouest et de l'Est de Paris. Il y a une grande différence aussi entre les questions qu'on pose aux Parisiens, alors que ça ne regarde pas les Parisiens en l'occurrence. D'ailleurs, pour revenir sur l'Est et l'Ouest, donc l'Est a plutôt voté, pour, oui. Et l'Ouest a plutôt voté contre. Oui, tout à fait. Et puis, en tout cas de cause, il s'agit de SUV qui seront rentrants dans Paris. D'ailleurs, ça correspond à peu près à ceux qui ont voté NUPES et ceux qui ont voté plutôt LR aux élections, enfin la Macronie et LR. Donc il y a plutôt un électorat de gauche qui a voté, plutôt écologiste, qui a voté... Mais on le sait, Paris a toujours été divisé en deux, donc on retrouve cette division-là dans cette votation. Mais d'une façon générale, je crois que Madame Hidalgo n'a pas compris ce que c'est que la démocratie. Elle nous fait passer des vessies pour des lanternes en disant que c'est une avancée pour la démocratie et qu'elle est ravie de ce vote, alors qu'en fait, il ne représente strictement rien. Quand vous avez même pas 5% de la population parisienne qui s'est déplacée sur un vote comme celui-ci, je crois qu'il faut savoir raison garder et arrêter de se glorifier d'un vote qui lui donne raison. Vous savez, ça me fait penser au présidentiel, au moment où les résultats sont tombés, où elle avait strictement rien, c'est-à-dire que moins des salariés, enfin des personnes qui travaillent à la mairie de Paris avaient voté pour elle, en proportion. Et elle disait que c'était une grande victoire du PS, grande victoire de son parti, grande victoire pour elle. Je crois qu'à partir du moment où elle-même met un bulletin de vote qui la concerne dans l'urne, je pense qu'elle serait ravie. Oui, alors il y a une discrimination anti-parisienne, vous l'avez dit, parce que il n'y a pas que des Parisiens évidemment qui circulent dans Paris. D'ailleurs, la plupart des gens sont des gens qui viennent de banlieue et de la province. Donc pour vous, c'est une sorte de discrimination, c'est une sécession aussi entre Paris qui restera finalement entre Parisiens qui seront à vélo ou à pied ou en transport en commun, et les gens de banlieue et les provinciaux seront moins accueillis. 18 € de l'heure pour des voitures de 1,6 tonnes, 6 heures de stationnement, 225 €, il faut pouvoir se les payer. Vous m'aviez accueilli au moment où j'avais voté la réouverture des quais sur Seine, que j'ai gagné devant le tribunal administratif de Paris. Et à l'époque, le tribunal administratif de Paris m'avait donné raison et avait donné un arrêt qui avait rendu un arrêt, disant qu'il fallait absolument rouvrir les quais sur Seine. Le jour même, Madame Hidalgo avait repris un autre arrêté pour refermer les quais sur Seine sur d'autres motifs.
positif. Je crois qu'il faut pas, en l'occurrence, quitter d'esprit que Madame Hidalgo a une vision à géométrie variable du droit et d'une façon générale de la démocratie. Ce qui me peine. Mais alors, vous voudriez donc un référendum plutôt local, où notamment les gens donc issus de la banlieue, issus de la province, de la région Île-de-France. D'une façon générale, je crois qu'il ne faut pas faire de Paris une ville dortoir, il ne faut pas faire de Paris une ville musée. Paris est une ville qui vit essentiellement avec les personnes qui viennent de l'extérieur, avec les artisans justement qui viennent faire vivre Paris. Il ne faut pas quitter ça de tête. Paris ne vit pas en intramuros, uniquement entre elles, entre soi. Paris, c'est une ville ouverte, heureusement, bien évidemment. C'est la capitale de la France et il faut pas discriminer et il faut pas imposer des tarifications de parking délirants. Vous le disiez tout à l'heure, quasiment 200 € pour 225 € 225 € pour une journée de travail. Enfin, même pas une journée de travail. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir, bien évidemment. Et puis, il ne faut pas non plus quitter cette idée que ce coût supplémentaire, il va être répercuté par les artisans, éventuellement. Et puis ça va empêcher un certain nombre d'artisans de venir dans Paris, en disant, écoutez, non, je suis désolé, je ne peux pas venir parce que je n'ai pas le matériel, parce que le matériel, je ne peux pas le trimballer sur mon dos sur le métro, et donc je ne viendrai pas dans Paris, et il va y avoir une pénurie d'artisans qui vont se déplacer jusqu'à l'intérieur des murailles. Et puis il y a aussi toute une communication donc, sur les SUV, donc on nous a expliqué que les SUV dans la communication donc pour cette votation que c'était des grosses voitures très polluantes. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, 47% des voitures sur le marché sont des SUV. Et donc, on parle aussi du poids des voitures de 1,6 tonnes. Aujourd'hui, sur les 900 000 véhicules d'un poids supérieur à 1,6 tonnes dans le parc francilien, la moitié d'entre eux ne sont pas des SUV. Donc, en fait, la plupart des véhicules vont être concernés par cette nouvelle loi. D'une façon générale, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. 1,6 tonnes, et puis après, on se rend compte que c'est pas l'argument, et puis après, on se rend compte qu'il faut qu'ils soient particulièrement propres, et puis on se rend compte que de toute façon, les SUV qui viennent de sortir de la chaîne de production sont beaucoup plus propres que d'autres véhicules. C'est la chasse d'une façon générale. Non pas aux SUV, je pense que c'est pas le débat dans leur tête. Je pense que le débat, c'est la chasse. Alors, un impôt supplémentaire, bien évidemment. 35 millions, c'est pas rien. Entre 35 et 50 millions, c'est pas rien. Alors que Paris est déjà en déficit et à l'agonie, on le sait, à travers les Jeux Olympiques, on sait que ça va être une catastrophe. Ouais. Et puis c'est aussi la chasse peut-être aux personnes qui sont aisées. Mais je pense qu'il ne faut pas monter les uns contre les autres. Et les personnes qui sont aisées, c'est aussi les gens qui font vivre Paris. Et alors, il y a donc maître Jean-Baptiste Yosca, cette nouvelle taxation qui est complètement délirante. Toutes ces normes écologistes aussi, c'est une manière finalement surtout de renflouer un peu les caisses de la mairie de Paris qui sont bien vides. C'est une excuse encore pour, soi-disant, trouver quelque chose, une norme écologiste, une cause écologiste. Oui, je crois que depuis longtemps, à travers les radars automatiques, on s'est rendu compte que la voiture représentait un impôt supplémentaire et qu'il était facile de taxer en faisant un impôt supplémentaire sur les flashs automatiques, sur un certain nombre de choses. Regardez, Darmanin a décidé, monsieur le ministre de l'Intérieur a décidé, il y a peu de temps, de retirer le point pour les petites excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, mais pour autant, il n'a pas décidé de retirer l'amende. Donc, c'est qui prouve bien que, manifestement, la manne financière de la voiture en France représente un tel apport et un tel impôt qu'il faut absolument continuer à maintenir cette pression fiscale. Et puis, d'une façon générale, la voiture aussi, c'est la voiture des entreprises, et les entreprises sont solvables. Autant il est difficile de courir après un conducteur éventuellement qui peut organiser son insolvabilité en faisant en sorte de ne rien mettre sur son compte bancaire, et puis bon voilà, autant une entreprise, il est impossible, au tel point qu'on finit par demander aux chefs d'entreprise de dénoncer leurs salariés avec des amendes de 1875 € mirobolantes, qui représentent la plupart du temps un bénéfice d'un mois d'un certain nombre d'entreprises ou d'artisans. Donc vous voyez bien que là, en l'occurrence, le véhicule représente toujours un impôt beaucoup plus important, et ça va aller que dans ce sens-là. Alors vous avez parlé évidemment des Jeux Olympiques,
déjà, la mobilité est compliquée à Paris en ce moment. Et qu'est-ce qu'on peut craindre pendant les Jeux Olympiques où évidemment ça sera d'autant plus difficile. On a aussi parlé du pass pour aller à certains endroits. La mobilité à Paris pendant les Jeux Olympiques, ça va être impossible pour les gens qui ne seront pas à Paris pour les JO. Je crois qu'il faut rien craindre. Je crois qu'il faut prendre simplement un certain nombre de dispositions. Si on a la possibilité de ne pas être à Paris à ce moment-là, il faut pas être à Paris à ce moment-là, tout simplement. À partir du moment où on vous dit qu'il est impossible de circuler, à partir du moment où on vous dit que on pourra pas aller d'un point A à un point B en moins de 3 heures sur 200 mètres, bah, il faut prendre ces dispositions, malheureusement. Et donc là, on voit bien que c'est une ville confisquée au bénéfice de Jeux Olympiques, qui est une très bonne chose, les Jeux Olympiques. Mais est-ce qu'on avait les moyens de les organiser à Paris? Est-ce que c'était le moment de les organiser à Paris? On voit tous les travaux, on voit que on n'arrive pas à circuler déjà à Paris en temps normal. Alors pour les Jeux Olympiques, ça va être une véritable tannée. Non, moi je suis très très critique pour la mobilité pendant les Jeux Olympiques des Parisiens. Ça va être très problématique. Quand je dis il faut pas être à Paris au moment des Jeux Olympiques, vous imaginez bien que je dis ça, c'est une boutade. On pourra pas malheureusement quitter Paris. On continuera à travailler, mais moi, entre mon cabinet qui est dans le 8e à Paris, boulevard Malesherbes et le palais de justice, il y a tout de suite 500 mètres. Je sais très bien que les 500 mètres, je les fais actuellement en un quart d'heure. Les 500 mètres, si je décide de les faire en voiture, ça va durer 2h30. Il faudra prendre ces dispositions, malheureusement. Alors, il y aura ces Jeux Olympiques, et puis donc pour les Jeux Olympiques, il y aura des aménagements, notamment la place de la Concorde qui sera complètement piétonnisée, et là, il y aura donc des épreuves. Et Anne Hidalgo a dit le règne de la voiture sur la place de la Concorde n'aurait été qu'une parenthèse dans l'histoire. C'était le dimanche 14 janvier dernier. Donc la moitié de la place sera piétonnisée. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté petit à petit, même dans toutes les capitales européennes, de chasser la voiture, d'en faire des grands espaces de piétons et de vélos? Oui, il y a une volonté d'une façon générale dans toutes les capitales européennes, mais c'est une volonté qui va mener à quoi? Qui va mener à des villes uniquement musées, qui va mener à des villes où on ne pourra plus vivre, où on ne pourra plus se déplacer. Moi, je suis déjà particulièrement impacté par la Concorde. Je suis à 200 mètres de mon cabinet. Et puis on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'aménagements qui sont délirants. Regardez autour de l'Arc de Triomphe, on a réduit 2 voies de plus pour circuler autour de l'Arc de Triomphe. Là, ils sont en plein travaux actuellement. Il y a des plots en granit rose qui sont en train d'être installés. D'une façon générale, on pourra plus circuler. Ça va être une catastrophe. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est ces plots en granit rose? Vous aviez 5 ou 6 voies pour circuler autour de Paris, autour de l'Arc de Triomphe, et il y a 2 voies qui ont été retirées, donc maintenant vous n'avez plus que 4 voies pour circuler autour de l'Arc de Triomphe. C'est les aménagements actuels qui sont en train d'être décidés là, et qui sont en train d'être mis en place. Alors il y a certains qui proposent la voiture électrique comme solution. Pour vous, ce n'est pas une solution, la voiture électrique dans les grandes villes? Mais la voiture électrique, moi je veux bien, le seul problème c'est qu'avec quel argent? C'est-à-dire que la voiture électrique, c'est encore une voiture qui coûte cher. C'est une voiture qui est, on l'a vu, on le sait avec un certain nombre de rapports, qui coûte en termes économiques, qui coûte très cher. Et puis surtout, avec des éléments essentiels de fabrication de batteries essentiellement, qui sont particulièrement problématiques, surtout pour les pays du tiers-monde. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, on vous dit oui, mais il faut acheter des voitures électriques. Très bien, mais comment on finance les voitures électriques? Du jour au lendemain, on vous dit votre vieille guimbarde qui polluait pas, dont vous faisiez particulièrement attention, vous faisiez des niveaux quasiment tous les week-ends et que vous étiez capable de régler à la perfection. Maintenant, elle pollue beaucoup plus qu'une voiture électrique. Il faut aider les Français, il faut aider les Parisiens, et il faut pas leur dire, écoutez, nous avons décidé que vous alliez tous acheter une voiture électrique. Il faut être capable de mettre peut-être de l'argent à la poche plutôt que de ponctionner en permanence. Et je crois qu'il faut accompagner en termes d'écologie. L'écologie, peut-être, c'est pas forcément une mauvaise chose, au contraire, c'est peut-être même une bonne chose, mais il faut l'accompagner, il faut la réfléchir et il faut être capable de l'expliquer. Là, on vous impose des choses qui sont délirantes et on vous dit c'est comme ça et pas autrement. Et d'une façon générale, on est à ce point dogmatique que si vous suivez pas le sens de ce qu'on dit, vous êtes tout de suite un renégat, vous êtes tout de suite taxé d'être un conservateur, un pollueur, un facho, enfin bon, tout et n'importe quoi. On connaît.
Écoutez, merci maître Jean-Baptiste Yoska. Je rappelle que vous êtes avocat de l'association 40 millions d'automobilistes. On continuera évidemment à suivre cette affaire parce que c'est une votation, hein, ce n'est pas encore mis en place pour l'instant et on espère que votre association arrivera à contrer tout cela. Merci à vous et à très vite.